Bonjour à tous, notre invité est le directeur général de Suez, le numéro 2 mondial de la gestion de l'eau et des déchets. Bonjour Jean-Louis Chaussade. Bonjour. Alors Suez vient de mettre la main sur GE Water pour un peu plus de 3 milliards d'euros. Quel était l'objectif de cette acquisition ? Si vous voulez, quand nous avons défini avec le conseil d'administration de Suez notre stratégie dans les années 2010-2013, nous avions évoqué 4, boosters de croissance qui nous paraissaient être des éléments indispensables pour faire grossir, faire grandir Suez dans l'année qui vient. Et parmi ces 4 boosters, il y en avait 3 auxquels, GE répond. Le premier, c'était augmenter la quote-part de l'international. La deuxième, c'était se développer dans l'eau industrielle. Et la troisième, c'était travailler sur ce qu'on appelle les smart technologies, ou si vous préférez, la digitalisation de nos métiers. GE Water correspond absolument à ces 3 ambitions. C'est pour ça que nous avons gardé ce dossier avec énormément d'intérêt. C'est pour ça que finalement nous avons conclu avec le groupe GE cette acquisition dans le respect des règles, des bonnes règles financières de Suez. Alors vous avez qualifié cette opération de saut quantique pour Suez. En quoi c'est un saut quantique ? Si vous voulez, quand je regarde les 3 éléments dont je viens de parler, nous allons passer d'à peu près un chiffre d'affaires de peu près 30% à l'international, défini chez Suez comme étant non européen, à peu près 40%. Donc c'est un saut très important. En termes d'eau industrielle, nous en faisons à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous allons passer avec GE Water à 2,5 milliards en combinant les 2 activités. Et puis enfin, en ce qui concerne le smart, les activités de GE, et GE extrêmement avancée avec une plateforme qui s'appelle Insight, qui est une plateforme digitale tout à fait remarquable, qui allie à la fois temps réel, donc la capacité que vous avez à faire évoluer, si je puis dire, vos modèles en temps réel, et en même temps prédictif, c'est-à-dire qui est capable de vous dire dans quel délai vous devez arrêter une installation pour la maintenance, par exemple. Donc, sur ces 3 aspects, nous allons faire un mouvement très important, un saut quantique, en tous les cas un saut important qui va nous repositionner sur les boosters de croissance qui sont les nôtres. C'est une opération importante, un peu plus de 3 milliards d'euros. Il y a eu longtemps que le groupe n'en avait pas fait une comme celle-là. Comment vous la financez ? Est-ce que les actionnaires vont participer au financement de cette acquisition ? Alors, c'est effectivement une opération extrêmement importante. Elle est pratiquement aussi importante que celle que nous avions fait en Espagne avec Agbar, il y a de ça à peu près 7 ans maintenant, dans les années 2010. Alors, comment elle va être financée ? En réalité, elle va être financée, si je puis dire, de 2 manières. D'abord, nous avons un partenaire nord-américain, qui est la caisse de pension CDPQ, la caisse de pension effectivement du Québec, qui va prendre 30% de l'entité, qui va regrouper les activités de GE Water plus les activités eau industrielle de Suez. Et en ce qui concerne le financement du reste par Suez, eh bien, nous allons émettre des actions, nous allons augmenter le capital de la société pour 750 millions d'euros, qui va être suivi par nos grands actionnaires, puisqu'ils ont d'ores et déjà dit qu'ils allaient suivre cette augmentation de capital. Évidemment, au premier chef, Engie, qui nous a beaucoup accompagnés dans cette opération, Isabelle Cocher prenant le soin de m'accompagner et de m'aider pour réaliser cette opération. Ensuite, nos amis de la Caixa, qui ont à peu près 6% du capital, qui nous ont dit qu'ils allaient suivre aussi. Et puis nos amis italiens du groupe Caltagirone, qui eux aussi suivront. Donc en réalité, nous avons déjà 43% du capital qui nous a dit qu'il allait nous suivre. Donc c'est comme ça que nous allons mettre en place cette augmentation de capital. Ensuite, nous aurons du financement classique par dette, 1,1 milliard d'euros en dette long terme. Je ne connais pas encore la durée, mais de l'ordre de, on va dire, 10 ans. Dans les semaines qui viennent. Oui, c'est ça, dans les semaines qui viennent. Et puis enfin, on fera de la dette hybride pour 600 millions, qui est une dette qui permet d'être considérée par les agences comme étant du capital, parce que c'est une dette dite perpétuelle. Voilà en gros comment on finance cette opération. Alors, vous l'avez dit, ça vous permet d'accroître la part de l'international dans votre chiffre d'affaires. De votre poste d'observation, comment est-ce que vous voyez évoluer en ce moment l'économie dans les différentes régions du globe ?
Alors, je dirais qu'il y a des régions qui sont toujours extrêmement dynamiques. Je pense à l'Asie, l'Asie-Pacifique avec la Chine, mais aussi l'Australie, l'Inde qui reste extrêmement active. Il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe en Amérique du Sud et Amérique du Nord. L'Amérique du Sud a des besoins de développement considérables. L'Amérique du Nord, on sent l'économie américaine redémarrer. Donc, dans tous ces endroits-là, nous avons des positions assez fortes et nous allons bénéficier de cet accroissement, en tous les cas, de ce maintien de la croissance, voire son augmentation, je pense aux États-Unis en disant ça. Oui. Comme ça va représenter bientôt 40%, ça veut dire que nous allons être tirés plus qu'avant. Et c'est sûr que notre part nord-américaine, elle, va augmenter aussi. Et donc, c'est important pour nous de se positionner sur ce marché nord-américain qui va, grâce à un certain nombre de réformes, grâce au retour de croissance forte, qui va représenter pour nous des opportunités considérables. Retour en France maintenant. L'économie est un peu plus molle, notamment pour les collectivités locales qui doivent faire face à des difficultés financières. Comment ça impacte le groupe Suez ? Alors, c'est sûr que la France est, à ce jour, l'un des pays d'Europe où la croissance est la plus molle. Ce qui nous impacte, nous, c'est à la fois la combinaison d'une croissance molle, dont vous venez de parler, mais en même temps, le fait que les volumes dans l'eau sont historiquement en baisse année après année. Ceux dans les déchets, d'ailleurs, se redressent un tout petit peu depuis la fin de l'année 2016 et les prémices de l'année 2017 indiquent plutôt que les volumes sont en hausse, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En plus, nous n'avons pas d'inflation et peu d'investissement. Et donc, cette combinaison, volume en baisse, pas d'investissement, pas d'inflation, n'est pas très favorable à notre activité en France. C'est pour ça que nous sommes obligés, si je puis dire, de serrer les boulons, ce que nous faisons déjà maintenant depuis un certain temps, avec une réforme, une transformation forte de l'entreprise pour s'adapter à des marchés français, européens qui sont un peu différents, absolument, qui sont plus difficiles. Et puis en même temps, pour préparer l'entreprise à ce qui, chez nous, on appelle des révolutions, qui sont la révolution digitale, j'en ai parlé, et puis la révolution de la ressource qui transforme complètement nos métiers. Donc c'est au cœur de tout ça que nous nous situons en ce moment. Révolution, on va y venir effectivement, notamment sur toute la transition énergétique, sur le climat. Si on prend un peu de recul, vous étiez assez engagé dans la COP21, est-ce qu'elle a vraiment changé la donne ? C'était il y a 1 an et demi. Alors, je pense que effectivement la COP 21 est un virage ou un point d'inflexion très important, parce que c'est la COP où, pour la première fois, à côté des gouvernements qui sont ceux qui organisent les COP 21, 22, bientôt 23, on a vu d'autres parties prenantes véritablement s'engager. Et je pense en particulier aux villes, qui ont commencé à prendre des engagements très forts, et aux entreprises. Et moi, ce qui m'a frappé à la COP21, et ça s'est continué à la COP22, c'est de voir que les entreprises au sens large, et des entreprises du monde entier, beaucoup européennes, mais aussi nord-américaines, voire asiatiques, ont pris des engagements publics pour réduire leur empreinte environnementale. De ce point de vue-là, il y aura un avant et un après COP21, sans aucun doute. Et il faut ne pas oublier que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont favorables à un prix du carbone qui permettrait d'avoir une visibilité long terme. On n'y est pas encore, effectivement. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne là-dessus ? Comment est-ce qu'on pourrait parvenir à un accord sur un prix du carbone qui serait sans doute mondial ? Je pense que les entreprises ont fait leur travail en ce sens qu'elles ont fait des propositions. Le gouvernement français avait d'ailleurs demandé à un certain nombre de personnels qualifiés de faire des rapports. Ça a été le cas d'ailleurs du rapport qui a été demandé à Gérard Mestralet sur Gérard Mestralet et Coffin, ancien ministre, pour essayer de définir une stratégie carbone. Et ils sont arrivés à l'idée qu'il fallait faire un espèce de tunnel dont les prix, avec un plancher, un plafond, dont les prix évolueraient dans le temps pour progresser, pour monter au cours du temps. Bon, moi, je suis tout à fait favorable à cette idée. Je pense aussi que c'est au gouvernement, et ça, c'est plutôt au niveau de l'Europe, qu'il faut définir ce type de règles. Il existe en France un marché du carbone, puisqu'il y a un prix du carbone. Simplement, il est aujourd'hui beaucoup trop faible. Il est à peu près à 6 €, 7 € la tonne. C'est tout à fait insuffisant pour pouvoir mettre en place une stratégie bas carbone qui passe forcément dans nos métiers, par exemple, par une meilleure utilisation des ressources, des matières premières secondaires, en utiliser moins
les recycler beaucoup plus. Je dirais que cette stratégie ne marchera que s'il y a un prix au carbone, parce qu'on sait que le recyclage des matières premières ou l'utilisation optimale des matières premières consomme beaucoup moins d'énergie que les matières premières vierges. Alors, dernière question, votre métier, c'est l'eau. Est-ce qu'il y a un risque que l'eau devienne une denrée rare dans un avenir plus ou moins proche ? Alors moi, je pense qu'effectivement, au cours du XXIe siècle, la problématique de l'eau va se poser dans de vastes géographies. Nous savons d'ores et déjà que lorsque nous serons urbains aux 2/3, 9 milliards ou 9 milliards et demi d'habitants, c'est-à-dire vers les années 2035-2040, nous savons d'ores et déjà qu'il y a à peu près 40% de la population mondiale qui vivra dans des zones de sécheresse ou de stress hydrique. Et donc, la problématique de l'eau, les usages de l'eau vont se poser. C'est d'ailleurs pour ça que, quand vous m'interrogiez sur GE Water, pourquoi aller vers l'industrie ? Tout simplement, quand on regarde la consommation mondiale d'eau, l'alimentation humaine, c'est 5% à peu près de la consommation, l'industrie, c'est 20%, et l'agriculture, c'est entre 70 et 75%. Donc, il faut s'intéresser à comment l'industrie va en consommer moins, comment l'agriculture, bien sûr, va en consommer moins, et comment on va répartir l'eau, c'est ce qu'on appelle la gestion des usages. C'est un des grands sujets du XXIe siècle. Merci beaucoup, Jean-Louis Chaussade. Bonne journée. Merci à vous.